va donc aborder ce deuxième sujet. Et celui-ci est lié donc à la CEDEAO qui va tenir un sommet extraordinaire le 13 septembre 2022 à New York aux États-Unis en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Deux pays vont être essentiellement concernés par ce sommet, c'est la Guinée et le Mali. Boubacar Samsobari, c'est nos confrères de Jeune Afrique qui donnent l'information. Oui, c'est nos confrères de Jeune Afrique qui donnent l'information dans l'après-midi de ce soir. Alors vous l'avez dit, on va juste préciser, peut-être pas nécessairement le 13 juin, mais le 13 septembre. Le 13 septembre. Oui, mais en fait, l'Assemblée générale commence le 13, mais c'est au cours du déroulé de l'Assemblée générale. On va profiter d'une des journées de l'Assemblée générale, vu que l'ensemble des chefs d'État pratiquement de la planète vont se retrouver aux Nations Unies à cette occasion. Je pense que le président Ambalo a voulu qu'on profite donc, qu'on mette l'occasion à profit pour organiser un sommet extraordinaire de la CEDEAO à New York. Comme vous l'avez dit, selon nos confrères, il sera essentiellement, sinon exclusivement question des dossiers Guinée et Mali, parce que il semblerait que, selon les sources que nos confrères ont consultées, on ne serait pas très content de l'attitude des dirigeants guinéens et maliens, à la différence notamment de celui du Burkina Faso. Les dirigeants ouest-africains estimeraient que c'est l'expression qui a été utilisée dans l'article, on les a trop longtemps menés en bateau, et que quelques-uns émettraient le souhait qu'on agite le chiffon d'une plainte déposée à la CPI, notamment pour les massacres de civils, de populations civiles, pour ce qui est notamment du Mali. Et il est dit qu'on envisagerait, dans le cas de la Guinée et dans le cas du Mali, du retour des fortes sanctions. Là aussi, l'expression est utilisée comme telle. Donc, on ne sait pas encore une fois quand est-ce que la rencontre aura lieu, mais ça marche. En tout cas, la rencontre elle-même a amené à modifier un peu le calendrier de Ambalo. Ambalo était censé être en exercice de la CEDEAO. Il était censé être reçu le 21 septembre à Moscou par Vladimir Poutine, mais en raison du sommet en question, il aurait lui-même demandé que la rencontre soit différée au 27 septembre. Donc, ça veut dire qu'a priori, c'est quelque chose qui lui tient à cœur au point de modifier son programme. Oui, Amadou Traoré, comment vous réagissez à cette information donc révélée par nos confrères du site Jeune Afrique? Bon, déjà, je ça rappelle... vous surprend? Non, bon, c'est un peu surprenant, c'est-à-dire le fait que ça soit finalement en marge, on va dire, des Nations Unies, à la fois surprenant et non, parce que je vous rappelle qu'il avait été question à un moment donné de sommet virtuel. Je sais pas, on avait même la CEDEAO, je pense, avait communiqué là-dessus, ou en tout cas dans les... C'est Serge Daniel qui avait tweeté dessus. Voilà, qui avait tweeté dessus, donc qui aurait été... Maintenant, et aujourd'hui, finalement, on a ce mini-sommet qui serait en préparation en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je pense que c'est sans doute aussi, au vu de la capacité en vérité de Bissau, peut-être d'accueillir un sommet des chefs d'État. Parce que dès le début de la présidence Ambalo, c'était une question qui s'était posée. Parce que vous savez, traditionnellement, c'est celui qui préside, c'est le pays qui préside, on va dire, la CEDEAO, qui accueille les sommets extraordinaires. Maintenant, est-ce que la Guinée-Bissau a les garanties déjà de logistique et de sécurité aussi pour pouvoir accueillir ce sommet quand vous savez que c'est un peu quand même, il y a un peu d'instabilité, il y a une tentative il n'y a pas très longtemps et il y a une force, je pense, de la CEDEAO qui est là-bas pour essayer de stabiliser. Donc cela pourrait expliquer entre autres le fait de profiter, on va dire, de l'Assemblée générale de l'ONU pour évoquer les cas de la Guinée. Maintenant, en ce qui concerne les menaces éventuelles de sanctions, là aussi ça ne serait pas très étonnant. Vous savez qu'on attend toujours, on va dire, le retour du bâton ou plutôt la réponse aussi finalement de Ambalo, au président de la transition ou au gouvernement guinéen.
Il ne faut pas oublier qu'il avait annoncé, là encore, en présence d'Emmanuel Macron, que par exemple, le président de la transition avait accepté le délai de 24 mois, chose qui avait été ensuite, on va dire, démentie par le porte-parole notamment du gouvernement, avant ça par le ministre de l'administration et du territoire. Depuis, il y a eu un silence radio du côté de la CEDEAO et de Ambalo sur en tout cas cette question de la durée de la transition. Entre-temps, il y a eu la médiation qui a sans doute aussi ses conclusions maintenant et qui va venir les présenter aussi. Et maintenant, en ce qui concerne les sanctions, on verra bien. Moi, j'espère qu'on nous épargnera de ça parce qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui au vu de tout ce que nous traversons déjà. Exactement. Et ensuite, sur le cas du Mali maintenant qui est un peu différent aussi de la Guinée. Aujourd'hui même, j'écoutais le ministre des Affaires étrangères malien à l'ONU là-bas, qui est en pleine, en pleine bataille diplomatique, confrontation diplomatique. Avant, c'était juste avec la France. Aujourd'hui, j'ai vu que c'est même avec l'Allemagne où il y a des échanges, comme on appelle, houleux parfois, comme aujourd'hui. Et je me dis qu'effectivement, du coup, ça étonne pas que ces deux pays, on va dire la Guinée et le Mali, soient, menacés de sanctions au vu de l'évolution, parce que ce sont certainement ceux qui ne sont pas les plus dociles, on va dire, parce que c'est vrai que le président burkinabé, comme on appelle depuis qu'il est arrivé, il est on va dire, dans l'esprit on le trouve accommodant ou non, je veux dire, non, il a mis rapidement des actes en ce qui concerne le retour par exemple, à l'ordre constitutionnel, et avec la CEDEAO, il n'y a pas eu de tension, en fait, de friction entre les deux, alors que le Mali et la Guinée, dès le départ, vous savez, même les 6 mois, dès le 5 septembre, la CEDEAO a déjà dit 6 mois, on a répondu. Qui a été rappelé à l'ordre. Voilà, exactement. Donc, dès le début, ces deux pays sont quand même posent plus de problèmes à la CEDEAO que le Burkina. Exactement. Maintenant, quel est le rôle aussi de la France, surtout en ce qui concerne le Mali? La question aussi mérite d'être posée parce qu'on nous avait dit aussi que Emmanuel Macron serait invité au prochain sommet de la CEDEAO par Ambalo. Donc vous voyez tout ça. Et il avait été dit qu'il avait accepté l'invitation. Exactement. Donc tout ça est à mettre dans le même panier pour analyser ce qui va arriver. Oui, là, c'est quelques éléments, bien évidemment, qu'il ne faut pas négliger. Oui. Mais l'autre chose, c'est qu'on crée une certaine radicalisation de ces deux présidents parce qu'il semblerait que le rapprochement Assimi et le colonel Mamadi Doumbouya est mal perçu. On a comme l'impression que les deux veulent faire une sorte de coalition et bien évidemment aller à l'affront, s'entraider et puis ils pensent tenir justement se supporter mutuellement pour pouvoir en témoin affronter ce cadeau de carburant mais bien sûr justement par le colonel Mamadi Doumbouya mais bien sûr et l'autre côté il semblerait, c'est cette information aussi, il semblerait que le président français, à un moment donné, a voulu s'appuyer sur la Guinée, sur le colonel Mamadi Doumbouya pour justement soit intervenir du côté du Mali pour soit calmer et amener Assimi à revenir à de meilleurs sentiments par rapport à ce qui les oppose et puis justement permettre à la France de reconquérir sa place d'antan au niveau de la CEDEAO, enfin au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et là également, que le colonel Mamadi Doumbouya aurait plus ou moins agi avec tâtonnement. On ne voit pas une certaine volonté justement de faciliter la tâche à la France et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a ces quelques éléments qui font que on apprend que s'il y a eu jusque-là retard dans les sanctions ou en tout cas une réaction musclée de la part de la CEDEAO, il semblerait bien évidemment que c'était la France, malien, justement, c'est la France qui comptait un peu sur la Guinée et qui souhaiterait vraiment que l'on puisse aller mollo derrière, le temps pour lui de voir s'il peut négocier et puis récupérer sa place. Il semblerait que ça n'a pas abouti. Même Ambalo, justement, qui une fois ici même à Conakry, s'était retrouvé sur un terrain hostile parce qu'on ne lui a rien facilité. Et donc maintenant, on veut les contraindre à travers les sanctions, de revoir les stratégies, non seulement en termes de coopération avec la France, mais aussi sur le terrain, il y a une certaine volonté de faire durer la transition et pour des raisons carrément personnelles parce que derrière, les éléments matériels ne sont pas là pour soutenir leurs arguments. Et le cas précis de la Guinée, par exemple, qui
pendant tout ce temps, malgré la pression, peine à donner un calendrier détaillé, lisible, comme ça avait été demandé par la CEDEAO. Mais c'est un refus, et ça, c'est reconnu par tous ceux qui ont tenté, non seulement à travers le médiateur qui était là, mais aussi qui, en offre, ont essayé de peser dans la balance. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite favorable. Et là, on fonce droit vers les sanctions, ce qui, à mon avis, n'arrangerait pas les choses, surtout en Guinée. Oui. Oui, je vais rebondir sur ce que Baïla a dit tout à l'heure par rapport aux sanctions. Nous savons que ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas ni les Guinéens, ça n'arrange pas l'État. Et donc, je pense bien que les autorités devraient en tout cas faire des efforts dans ce sens pour permettre en tout cas éviter à la Guinée des sanctions qui pourraient venir de la CEDEAO. Parce qu'on a vu la situation par exemple du Mali. Nous sommes déjà des pays où l'économie est presque à l'agonie. Alors on a des problèmes, on est en période de transition, période d'exception, les financements ça ne vient pas, les bailleurs sont hésitants. Et donc s'il faut dans ces conditions aussi que les sanctions tombent, ça va être très compliqué. Alors, l'autre côté, on le disait ici à un moment donné que, disons, les autorités ont cherché à faire un bras de fer avec la CEDEAO. Et en réponse, je pense que s'il y a bonne mémoire, un ministre l'avait dit, pour dire non, on ne peut pas faire bras de fer avec la CEDEAO parce qu'on sait qu'un pays, quel que soit ta puissance économique ou ta puissance de développement, tu ne peux pas à travers toi-même te développer. Surtout qu'il s'agit aujourd'hui des questions encore, en tout cas, qui préoccupent à plus d'un titre la communauté internationale. Je vais même aller au-delà même de la communauté africaine. Donc, de ce point de vue, je ne pense pas que les autorités puissent aller vers ce bras de fer. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout au départ? C'est comme si vous avez votre enfant, vous cherchez à l'éduquer, à le corriger ou bien à le faire revenir à l'autre par rapport à certaines situations. Il faut quand même essayer d'avoir si vous voulez, des astuces pour pouvoir le convaincre. Alors, dès le début, quand vous essayez d'engager un bras de fer pour dire non, c'est comme ça, ça va se passer. Par exemple, le cas des 6 mois. On avait dit ça, c'est vrai, 6 mois. On a dit que c'était pas possible, tout le monde le savait à l'époque, mais puisque c'était une tradition, c'était un principe pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, lorsqu'il y a une transition, on essaie de voir, de dire 6 mois, dans l'espoir d'avoir peut-être 1 an ou encore 1 an et demi. C'est comme souvent, on le dit souvent dans le jargon courant, lorsque vous voulez 50, il faut demander 100 pour pouvoir obtenir les 50. Alors, si vous voulez 1 an de transition ou 2 ans, il faut peut-être demander 6 mois pour aller avoir 12 mois ou encore 24 mois. Et donc, je pense qu'à ce stade-là, il faudrait que et les autorités et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers même d'ailleurs le médiateur qui a été dépêché à Conakry. Et de ce point de vue même, je me pose la question, où on en est aujourd'hui avec les conclusions de la CEDEAO. C'est vrai qu'on parle de sanctions, des sanctions qui ont été toujours annoncées et qui tardent encore à venir. C'est pas parce que je souhaite ça à la Guinée, mais je me dis quelque part, peut-être qu'il faudrait aussi attendre les conclusions du médiateur qui a été dépêché. Au départ, ça n'a pas été facile. Les autorités avaient été allergiques dès le départ. On en a parlé dans cette émission pour la désignation même de médiateur. Et elles n'étaient pas d'accord. Et après concertation, après des rencontres, après des dialogues, finalement, le principe a été accepté. Le médiateur a commencé. Il est venu. On dit non, il n'a pas rencontré la classe politique, la société civile. Il est reparti. Il est revenu finalement. Il y a une rencontre avec la classe politique. Je pense qu'il faudrait attendre aussi les conclusions de ces différentes rencontres. Mais c'est probablement les conclusions là qui vont être... Oui, c'est pourquoi j'ai dit où on en est aujourd'hui, parce que moi personnellement je ne connais pas le contenu, quel a été le contenu. Personne ne le connaît. Justement, donc il faudrait avoir une idée du contenu de ces conclusions-là pour pouvoir se préciser ou bien déterminer est-ce qu'il y aura sanction ou non. Maintenant, pour le repositionnement de la France vis-à-vis des pays africains, je sais que ça ne sera pas une chose aisée par rapport pour la France, parce que tout simplement, on sait que le sommet qui devrait se tenir en Guinée-Bissau et lequel sommet était invité Macron, c'était naturellement pour permettre à la France et à son président de se repositionner dans la sous-région ouest africaine, ce que certainement les autorités, notamment maliennes, n'accepteront pas. Est-ce que ce n'est pas une occasion, comme les autres l'ont déjà dit, une manière de délocaliser le sommet de la Guinée-Bissau aux États-Unis? Oui. Alors moi, le contenu de l'article, quand même, pour ce qui est du Mali, je m'interroge. Par exemple, pour moi, ça ne me paraît pas pertinent, ça ne me paraît pas réaliste d'envisager le retour de sanctions fortes au Mali. Parce que
On n'en est même pas sorti encore. Récemment, et je le dis pour noter ce que je appellerais le chaud et le froid de la part des autorités maliennes, parce que récemment, le ministre Abdoulaye Diop était au Togo. Il a formulé un plaidoyer plutôt dans le sens lever les sanctions. Désormais, nous sommes en train de nous conformer à l'agenda. Notre priorité, ce sont les élections libres et transparentes. Donc, je trouve peut-être que entre ce discours tenu à Lomé et celui qui a été servi aujourd'hui aux Nations Unies, notamment contre l'Allemagne, ça fait un peu le chaud et le froid. Mais en même temps, je considère que c'est pas très réaliste d'envisager, pour ce qui est du Mali, le retour aux sanctions. Qu'on envisage porter plainte à la CPI. C'est une des possibilités parce que on évoque ce que les citoyens subissent, ce que les populations civiles seraient en train de subir, mais des sanctions, je ne pense pas que ce soit réaliste d'envisager ça pour le Mali. Il faut dire que ce que Abdoulaye Diop demande, c'est aussi la conclusion, parce que la CEDEAO a suspendu les sanctions et l'Union africaine et d'autres institutions avaient pris des sanctions en raison du principe de subsidiarité. Donc ils estiment que maintenant que la CEDEAO a suspendu, il demande aux autres institutions également de faire pareil. C'est dans la façon de le présenter. C'est dans la façon de le présenter. Encore une fois, si vous relisez l'article, je pense que je vous l'avais partagé. Il avait mis l'accent sur le fait que notre préoccupation, ce sont les élections. De la part d'une autorité malienne où on a entendu par le passé que c'est pas les élections qui nourrissent les citoyens, ça fait quand même c'est quand même un certain revirement. Une avancée d'ailleurs, Bokar Sansobari. Abraham le souverain, bonsoir Condé, les meilleurs journalistes à Bokar Condé aujourd'hui. J'ai écouté Abdoulaye Ba sur film, sincèrement, j'ai été déçu de l'entendre réclamer un gouvernement avec les politiques afin qu'ils puissent aussi profiter pour que la Guinée ait la tranquillité. J'ai compris que les combats de ces genres-là étaient seulement d'aller à la mangeoire en sacrifiant les jeunes par la manipulation communautaire. Diamfani Diané, bonsoir le boss des radios. Moi, c'est Cabinet CR7 Diané, l'enfant de Kankan Nabaya. Vous devez envoyer Habib Marwan et Yassine Panlé, Paléontologie et Mohamed Ali pour donner le goût à l'émission. Merci beaucoup. Abdoulaye Sangaré, bonsoir M. Condé, bon retour des congés. Pourquoi la manifestation grandissante des pays africains face à la France? Depuis Ekisidougou, Abouakar Delfa, bonsoir cher Homo, vraiment vous faites la fierté de la presse guinéenne. L'écoute est très favorable du côté de Nzere Koré. À travers vous d'ailleurs, nous saluons donc notre directeur régional. Il s'agit de Alpha Saliou Diallo. Cet autre message de Condé Sekou depuis Essigri. Bonsoir Monsieur Condé, le CNRD n'a pas un autre argument que les armes et ne compte que sur ça et réprimer les manifestations, ensuite gérer la transition comme cela, mais je vous dis Monsieur Condé que la foi est la plus forte que les armes encore. Monsieur Condé, cet autre message de Monsieur Diakité, notre auditeur de Bokeh. Bonsoir. Le meilleur média, la France n'a jamais œuvré au bon sens de ses colonies. Il est temps de se donner la main dans la main pour sortir de ce calvaire, car ce temps-là est dur et très dur. Ce qui devrait être solution à nos problèmes sont devenus problèmes à nos solutions. Diakité, donc Mamadi, depuis Bokeh. Un autre message également, Monsieur Ibrahima Kalilula, bonsoir Condé, bonsoir les meilleurs. Nous sommes dans une gouvernance aveugle. Nos autorités oublient que le Mali a un soutien de taille. C'est bien celui de la Russie. Le cadre sécuritaire aussi plaide en leur faveur. Notre message également, il est de Siradio Sunkin Diallo. Bonsoir Condé, je pense que la CEDEAO doit impérativement faire des sanctions ciblées individuelles pour réveiller cette gente dans leur sommeil d'orgueil teinté de l'arrogance et de mépris envers les acteurs sociaux. La CEDEAO, malgré son côté laxiste, nous sommes obligés d'être un partenaire de cette institution qui joue le relais entre la communauté internationale et la sous-région. Siradio Sunkin Diallo, coordinateur du club Donki pour l'émergence de Bouroual à Sunki. On va donc aller
avec le dernier conseil des ministres, il s'est tenu hier et c'est toujours la même recommandation qui sort, la lenteur administrative, la lourdeur, et cela commence déjà à agacer le colonel Mamadi Doumbouya qui, il n'y a pas longtemps, a procédé à un remaniement partiel parce qu'on a vu des ministres qui ont permuté de fonction, il y en a qui ont quitté là où ils étaient pour aller dans d'autres départements. Il y en a même qui ont quitté carrément le navire qui était géré jusque-là par Mohamed Beavogui. Comment vous trouvez tout le temps cette interpellation du colonel Mamadi Doumbouya? Est-ce qu'un an après, on doit continuer à dire que les dossiers retardent dans leur traitement? Non, dans les conditions normales, non. Moi, dans le compte-rendu du Conseil des ministres, relatif à ce sujet, il y a quelque chose de particulier qui m'a interpellé. Je lis, si vous permettez, l'intégralité du passage. Sur les bonnes pratiques de procédure administrative à adopter. Pour le président de la transition, il est inadmissible qu'après un an de gouvernance, de constater la lenteur des procédures administratives dans le traitement et la transmission des courriers, des dossiers de conseil, des demandes d'ordre de mission, des passations de marché, des procédures de validation de décision. À cet effet, il a instruit au ministre d'impliquer les cadres techniques de leur département. C'est ce impliquer les cadres techniques de leur département. Je pense que nous l'avons relevé ici tout au début. On a dit que les ministres avaient des cadres, des équipes parallèles qui les accompagnaient dans le cadre de ça. Un an après, c'est le président de la transition lui-même qui arrive à cette conclusion-là. C'est-à-dire, je ne sais pas, à un moment donné, ce serait bien qu'on écoute. C'est pas que nous ne sommes pas que des oiseaux de mauvaise augure. C'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas que seuls ceux qui sont dans le dispositif sont patriotes, veulent l'avenir de ce pays. Quelquefois, même les critiques qui sont formulées peuvent aider. Parce qu'on se rend compte là que celles que nous avions relayées ici, il y a un an, aujourd'hui, c'est le président de la transition lui-même qui en vient à la même conclusion. Donc, et ce serait bien qu'un an après, on sorte des recommandations, des instructions. Si ça ne marche pas, il faut qu'à un moment donné, des sanctions exemplaires puissent tomber. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, il faudrait quand même, il a évoqué notamment la lenteur administrative par rapport à la passation des marchés. Je voudrais dire que j'ai quand même un bémol en ce qui concerne cet aspect, parce que si vous mettez dans la tête des gens qu'il faut accélérer, les gens peuvent profiter d'une instruction comme celle-là pour faire passer n'importe quoi, ne pas prendre le temps d'examiner suffisamment les dossiers. Je peux penser même que c'est le message aujourd'hui que le Premier ministre est en train de porter à l'occasion de la tournée qu'il est en train d'effectuer dans les différents départements ministériels. Un message du chef de l'État. Un an après, on en est à la sensibilisation. Non, je ne dis pas sensibilisation. C'est pas une sensibilisation. Je dis porter le message du président. Non, attendez, vous l'avez dit tout à l'heure. Un message peut être contenu dans la sensibilisation. Dans le compte rendu du Conseil des ministres, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors, amener les cadres, impliquer les cadres techniques, oui. En ce que je sache, la plupart de ces départements, j'ose espérer que la plupart des départements ministériels, les techniciens qui sont là, tiennent des réunions en vue de la bonne marche des différentes activités des départements. Et c'est vrai que la lourdeur, c'est d'ailleurs un facteur, c'est d'ailleurs une preuve, une preuve éloquente pour dire que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas exactement comme ça doit fonctionner. La lourdeur administrative, lorsqu'il est question de décaissement, on a parlé des cas, des situations des EPA, on a parlé des situations, comment l'administration fonctionne. La lourdeur administrative, je pense que c'est une preuve éloquente pour dire qu'il n'y a pas une certaine cohésion. Et donc, je dis, est-ce que ça ne fait pas aujourd'hui une des raisons qui ont amené le président de la transition à demander au Premier ministre d'aller à la rencontre? C'est vrai que on dit quelque part que c'est une visite de courtoisie, c'est une prise de contact, parce que depuis qu'il a été nommé donc Premier ministre, pas par intérim, mais confirmé en tant que chef de gouvernement, il était question donc d'aller vers les départements pour voir d'abord les conditions de travail, l'environnement. Comment est-ce que ces départements, comment est-ce que les agents travaillent? Il y a l'environnement de travail aussi, qui est souvent évoqué, au-delà même de l'aspect technique et de la cohésion. Je pense que donc, c'est ce qui m'a amené à dire que le Premier ministre, ça peut faire partie des raisons qui ont incité le chef de l'État à demander à son Premier ministre d'aller vers les départements ministériels et rencontrer les travailleurs. Non seulement pour qu'il y ait une cohésion. Parce que s'il n'y a pas de cohésion au sein
du département entre les techniciens, naturellement, la finalité, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec la lourdeur. Même le décaissement, vous allez voir des départements ministériels aujourd'hui, avec le budget de fonctionnement, il y a certains certainement qui n'ont pas exécuté à 50% du budget qui leur avait été alloué. Et qu'est-ce qui fait ça? Parfois, c'est à cause de cette lourdeur administrative. On pense qu'il n'y a pas de projet, ou bien peut-être les projets ne sont pas très bien suivis. Tout le monde est hésitant. Ou tout le monde est hésitant. Et surtout la cohésion. Parce que même ici, à Dioman, nous prenons l'exemple. On ne va pas très loin. Lorsqu'il n'y a pas une cohésion entre Khalil Oularé, le directeur général, et le directeur de l'information, encore le directeur du développement et bien local, je pense que ça va jouer. Il y a une répercussion directe et parfois négative sur le fonctionnement même du groupe. Dans certains cas, le ministre et le secrétaire c'est à peu près... Non, souvent. Quasiment d'ailleurs. On a vu souvent. Heureusement qu'à Dioman, il y a cette harmonie. Non, il y a cette harmonie-là. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple frappant pour que les gens puissent comprendre exactement. Cette cohésion sociale, quand même, ça manque au sein des départements. Donc, je pense qu'il faut corriger cela. C'est très important. Oui, c'est que Keita, sur toujours cette préoccupation du colonel Mamadi Doumbouya, qui n'arrive pas toujours à comprendre ses responsables. Est-ce qu'il doit continuer à dénoncer? Est-ce qu'à un moment donné, des actions fortes, des actes concrets ne doivent pas être pris? Ça se dit déjà, parce qu'il semblerait que désormais, avant de prendre des décisions, il y a des petits calculs qui interviennent, alors qu'au début, c'était du tic au tac. Il n'aime pas tout de suite, il fait une note où il demande à ce que tout de suite on dégomme la personne et on passe à autre chose. Mais il semblerait qu'actuellement, on réfléchit 1, 2 ou 3 fois avant d'aller vraiment à l'extrême. Parce que l'entourage, tous ceux qui sont là, ce sont entre autres des proches, des pions, des connaissances, des relations, ainsi de suite. Et ça fait que, par endroits, les choses sont bloquées. Mais ça évoque 2 problèmes. Le premier, ça, on en a souvent débattu dans cette émission. On a eu des ministres qui sont venus, qui ont estimé que les personnes qu'il a trouvées sur place, ce sont des mauvais cadres, ce sont des cadres corrompus. Quand même, tous ces gens ont été enlevés. Tout le monde a été enlevé. Oui, tout le monde, mais l'administration, à part les secrétaires généraux. Les ministres sont partis, les secrétaires généraux sont partis, les chefs de cabinet sont partis. Les différents directeurs des bureaux de stratégie également. Les directeurs nationaux, les directeurs généraux, quasiment. Il y a des cadres qui sont restés. Mais au-delà, il y a eu l'autre souci qui s'était... qu'on avait évoqué, c'est justement par rapport à ces nominations. S'il y a de ces cabinets, c'est pas le ministre qui a choisi ces cadres, il y a des personnes avec lesquelles il souhaiterait bien évidemment travailler. Et il y a des ministres aussi qui viennent avec leur cabinet parallèle. Donc il y a le cabinet parce qu'on ne les a pas officiel, permis, on les a pas permis de proposer des personnes, des hommes et des femmes avec lesquels ils peuvent s'entendre et produire un résultat. On les a imposé des personnes. Mais l'administration, ce n'est pas une famille, on a encore du copinage. Attention, si on procède de cette manière, ce n'est pas bien. Oui, mais c'est le... Non, mais attention. Attendez. Si par exemple, on donne la liberté, on donne la latitude à un ministre de choisir les personnes avec qui il peut travailler, d'une part, ça part avoir des conséquences. Parce que vous allez voir quelqu'un qui va aller prendre son cousin, pour le nommer chef de cabinet, ou sa cousine pour le nommer chef de cabinet. Et ça va entraver encore dans le fonctionnement du département ministériel. Peut-être qu'on dit la même chose. Non, pas du tout. Mais ce que j'essaie de te dire, allez-y, le problème là, il y a des ministres qui, par contre, s'entendaient bien avec les chefs de cabinet qu'ils ont eu à trouver sur place. Ils auraient souhaité continuer avec eux parce qu'ils ont estimé que ces cadres maîtrisaient parfaitement le département et avaient des compétences. Justement, et les différents dossiers. Mais malheureusement, on ne les a pas écoutés, on les a dégommés, on a envoyé d'autres personnes qui sont bleues comme eux. Et du coup, ça a créé d'abord... une cassure. Bien sûr, ça a fait une sorte de cassure. Ça a amené certains même à collaborer avec des anciens ministres qui n'étaient plus aux affaires et d'autres avec les chefs de cabinet déjà dégommés. Ils ont gardé ce rapport, ce rapprochement des traitements de dossiers extra-département. C'est après, quand ces dossiers-là reviennent, les autres cadres se sentent marginalisés et du coup prennent un peu leur distance par rapport à un certain nombre de faits. Donc, ça crée une sorte de blocus, de déséquilibre. Et bien évidemment, il vient de le constater. Mais malheureusement, on ne peut pas continuer dans la dénonciation. Sinon, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, il a une mission. En tout cas, si on veut faire autrement... Il a une mission, et cette mission, je pense que s'il y a des handicaps, il faut qu'il soit à même, justement, comme il le faisait dès le départ, d'être très rigoureux. Sinon, après, on est en train comme ça de s'habituer. Et les anciennes pratiques reviennent.
on trouvera toujours des astuces pour contourner les principes. Vous n'allez pas vous en sortir. Oui, mais il a tellement signé des décrets. Mais oui, mais justement, c'est pourquoi on lui avait dit que la transition n'est pas une période d'apprentissage. Il faut aller avec ceux qui ont les compétences, qui ont de l'expérience, parce que vous n'avez pas suffisamment de temps. Mais s'il faut leur donner le temps d'apprendre, prendre connaissance des dossiers et à l'arrivée... Pour le moment, c'est vous qui dites qu'ils n'ont pas assez de temps. Hein. Mais attendez, une année... En tout cas, après un an, on n'a aucune lisibilité. Une année, c'est justement... Concrète, on parle maintenant du contenu. Vous ne savez pas quand ça va se terminer. Bon, de toute façon, la transition, on sait, ce n'est pas un mandat et la période, elle est relativement... On peut penser que ce n'est pas un mandat. C'est ce que je pense. Hein. Oui, Baïla Amadou Traoré, on parle toujours de lenteur, de lourdeur administrative. Oui, il faut situer les responsabilités. D'abord, il faut situer les responsabilités. D'abord, premièrement, le Premier ministre a sa responsabilité pleinement engagée. C'est le chef de l'administration. Donc, exactement. Donc, c'est à lui vraiment de faire en sorte que cette administration soit plus efficace et soit plus, comme il vient d'arriver, on lui laisse le... Du coup, c'est plus les résultats de l'ancien. Quelque part, voilà, oui. Quelque part, oui. En tout cas, il est de la responsabilité vraiment d'un chef du gouvernement de faire en sorte que l'administration, parce que c'est vraiment ça, c'est le chef de l'administration, donc fonctionne. Maintenant, il y a aussi le ministre de la fonction publique, qui est aussi quand même pleinement responsable aussi. D'ailleurs, sous Alpha Condé, le ministère de la fonction publique s'appelait... si vous permettez, la régie m'impose la pause. On va aller donc à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour la suite du débat. Et l'invité, vous le savez déjà, sur la page de l'émission, c'est bien Alpha Bakar Bari. Il est le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On se reprendra tout à l'heure pour la suite du débat.